On ne badine pas avec l'amour. Alfred de Musset, résumé par acte et scène par scène. Voilà pour commencer le résumé global de l'acte 1. L'action se déroule dans le château du baron qui attend le retour de son fils Perdiccand et de sa nièce Camille. Le baron souhaite les marier, convaincu qu'ils s'aiment depuis l'enfance. Perdiccand revient de ses études, fier de son savoir et confiant en lui. Camille arrive également, mais elle est froide, réservée et distante. Elle a été élevée au couvent et elle semble détachée des choses du monde. Lorsque Perdiccand tente de renouer avec elle, Camille reste évasive. Le baron, surpris, comprend que le mariage n'est pas aussi évident qu'il l'imaginait. Ainsi, dès l'acte 1, Musset nous montre que l'amour n'est jamais simple, il est tissé de mémoire, de fierté et de retenue. Le décor est planté, les personnages sont là et le jeu des passions peut enfin commencer. Et voici en détail le résumé de la scène 1. Le premier arrivé est maître Blasius, doucement, très doucement. Il est assis sur une mule fringante, bien habillé, le ventre rond, l'air satisfait. Il marmonne une prière, à moitié endormi, comme quelqu'un qui pense déjà au vin plus qu'à Dieu. Le chœur se moque gentiment de lui, il le compare à une grosse amphore antique pleine de vin. L'ambiance est comique. Blasius, fidèle à lui-même, ne veut pas parler tout de suite. D'abord, il réclame du vin. On lui donne un verre, puis un autre. Il boit, et enfin il parle. Il annonce une grande nouvelle. Perdiccand, le fils du baron, revient au château, et pas n'importe comment. Il est devenu majeur, il a étudié à Paris. Blasius le décrit comme un jeune homme brillant, cultivé, capable d'expliquer tout, même pourquoi il pleut. Il en parle avec fierté, car il a été son gouverneur depuis l'enfance. Mais le cœur, plus simple et plus sage, dit quelque chose d'important. Nous espérons retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme. Autrement dit, être savant c'est bien, mais être humain c'est mieux. Blasius, un peu ivre, descend de sa mule, se prépare à entrer dans le château pour annoncer officiellement la nouvelle au baron. La deuxième arrivée, c'est Madame Pluche. À peine Blasius parti, l'ambiance change. C'est Dame Pluche, elle est raide, sèche, sévère. Elle monte péniblement sur un âne épuisé, qu'on frappe pour le faire avancer. Elle est en colère, fatiguée, et n'a rien de joyeux. Elle réclame de l'eau et du vinaigre, pas du vin. Tout chez elle respire la rigidité et la morale sévère. Le cœur se moque encore, décrivant ses faux cheveux poussiéreux, sa robe mal ajustée, sa mauvaise humeur. Dame Pluche annonce à son tour une nouvelle importante. Camille arrive au château. Camille, c'est la nièce du baron. Elle est élevée au couvent. Elle est réputée pieuse, sage, presque angélique. Dame Pluche la décrit comme un modèle de vertu chrétienne, une jeune fille parfaite, protégée du monde. Elle insiste lourdement sur sa piété et sa pureté. Puis, méprisante, elle demande de l'aide pour descendre et quitte la scène. À la fin de la scène, le chœur reste seul. Il comprend que deux jeunes gens arrivent en même temps, Perdiccand, formé par le monde et le savoir, Camille, façonnée par la religion et le retrait. Les villageois sentent que quelque chose se prépare. Ils parlent de fêtes, de repas, de joie, sans savoir encore que ce qui s'annonce ne sera pas si simple. Ils sortent, laissant la place vide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette scène oppose déjà le savoir et la légèreté, Blasius, Perdiccand, à la rigidité et la morale religieuse, Pluche et Camille. Le langage est comique, mais les contrastes sont sérieux. Tout est en place pour un conflit potentiel entre amour, orgueil et méfiance. Voici la scène 2. Nous voilà dans le salon du baron, il est fier, tout joyeux. À ses côtés, deux hommes, maître Bridden, le curé, et maître Blasius, le gouverneur de Perdiccand. Le baron présente tout le monde avec une précision d'horloger. Perdiccand a 21 ans depuis la veille. Il est docteur, reçu brillamment. Blasius rappelle même les matières, très fier. Le baron envoie Blasius se préparer. À peine parti, Bridden le curé murmure
Il sent le vin. Le baron refuse d'y croire, pour lui c'est impossible. Le sujet est clos, officiellement. Dame Pluche arrive, la gouvernante de Camille. Le baron recommence les présentations, cette fois pour sa nièce. Camille a 18 ans, elle sort du meilleur couvent de France, elle est, selon Pluche, la meilleure chrétienne du couvent. Le baron en est convaincu. La vertu de Dame Pluche est irréprochable. Bridène, lui, persiste. Blasius sent le vin. Le baron s'agace. Enfin, le baron révèle ce qui le rend si heureux. Il veut marier Perdiccas et Camille. Tout est prêt. Les dispenses religieuses sont obtenues, le mariage est prévu, et surtout cela mettra fin à sa solitude. Il se réjouit déjà à l'idée de voir Bridène bénir l'union. Le baron a même un plan, faire briller Perdiccas au dîner, le faire parler latin, impressionner Camille. Bridène doute qu'on admire ce qu'on ne comprend pas. Le baron, lui, affirme connaître les femmes mieux que personne. Et voici l'entrée des deux jeunes gens, moment solennel. Perdiccas entre d'un côté, Camille de l'autre. Le baron jubile. Perdiccas est enthousiaste. Il s'émerveille de Camille, la trouve belle, veut l'embrasser. Camille, elle, est froide et réservée. Elle refuse le baiser. Le baron est choqué. Ce premier contact ne ressemble pas du tout à ce qu'il espérait. Deux mondes sont face à face. Pour éviter le malaise, Camille admire un portrait religieux d'une ancêtre sainte. Perdiccas observe une petite fleur, un héliotrope. On se moque gentiment de son savoir, mais Perdiccas répond simplement « Elles sont bons, voilà tout ». À la fin de la scène, tout est en place. Un mariage voulu, deux jeunes gens réunis, mais aucune harmonie. L'un vient du monde, l'autre du couvent. Ils se regardent sans se comprendre. Et la veillée se termine par cette impression, les cœurs ne sont pas encore accordés, malgré tous les plans des adultes. Ce qu'il faut comprendre de la scène 2, les adultes parlent beaucoup, mais ne voient rien. Blasius, Bridène, Pluche discutent de morale, de vin, de religion, de latin, de bonnes manières, mais personne ne demande vraiment que ressentent Perdiccas et Camille. Perdiccas et Camille ont deux éducations opposées. Ils ne parlent pas le même langage. Le refus du baiser est un moment clé, ce n'est pas un détail. Pour elle, aimer, c'est dangereux. Pour lui, aimer, c'est naturel. Ce petit geste annonce tout le drame à venir. Et la fleur et le portrait, c'est un symbole clair. Camille regarde une sainte figée dans un tableau. Perdiccas regarde une fleur vivante, minuscule mais réelle. Autrement dit, Camille admire un idéal, Perdiccas aime ce qui vit, ici et maintenant. Musset montre déjà que l'amour ne supporte ni la contrainte, ni les calculs, ni les jeux d'apparence, et c'est pour cela que le titre prend peu à peu son sens, on ne badine pas avec l'amour. La scène 3 s'ouvre devant le château. Le chœur paraît et s'installe, curieux et attentif, prêt à observer les événements comme on contemple un spectacle. Le repas est annoncé comme une joute. Le chœur s'amuse à décrire ce qui se déroule à l'intérieur du château. Deux hommes sont attablés, maître Blasius et maître Bridène. Ils se ressemblent trop pour s'accorder. Tous deux sont gourmands, bavards, sûrs d'eux-mêmes, également enclins à la pédanterie. Le chœur prévoit donc une rivalité discrète mais réelle. Ils se disputeront la nourriture. Ils chercheront à s'imposer par le discours. Chacun voudra faire valoir son autorité auprès du jeune Perdiccas. Il imagine leurs échanges tendus, leurs regards chargés de défis, tandis que Dame Pluche, sévère et raide, circule entre eux. Le dîner s'achève, la compagnie quitte le château et le chœur se retire. Entre alors le baron et Dame Pluche. Le baron confie sa déception. Ce jour qu'il avait rêvé heureux ne répond pas à ses espérances. Il constate avec inquiétude que Perdiccas et Camille se parlent peu et que l'harmonie qu'il espérait entre eux ne se manifeste pas. Il propose donc de les laisser seuls un instant sous les arbres afin que la proximité favorise l'entente. Puis il s'en va avec Dame Pluche. Perdiccas et Camille se retrouvent seuls. Perdiccas
affectueux et sincère, reproche doucement à Camille son refus du baiser. Il lui propose une promenade, évoque le village, la prairie, les souvenirs de leur enfance partagée, les jeux d'autrefois. Camille refuse chaque proposition, calmement mais fermement. Elle affirme ne plus trouver de charme dans les souvenirs d'enfance et déclare que ces évocations l'ennuient. Perdiccand est profondément atteint, exprime sa tristesse et sa compassion. Les deux jeunes gens se séparent, chacun prenant un chemin différent. Le baron revient avec Dame Pluche. Il exprime son trouble à l'aide d'une comparaison musicale, deux mélodies discordantes jouées en même temps. Incapable de s'accorder, c'est un constat amer. Dame Pluche, quant à elle, soutient Camille. Selon elle, les promenades et les parties de bateau sont contraires aux convenances d'une jeune fille respectable. Le baron, exaspéré par tant de rigidité, s'emporte et finit par perdre toute patience avant de quitter la scène. Que faut-il comprendre de cette scène ? La scène 3 est essentielle car elle montre l'échec complet de la tentative de rapprochement entre Perdiccand et Camille. Les adultes espéraient qu'en les laissant seuls, la nature et les souvenirs feraient renaître leur ancienne complicité. Or, il n'en est rien. Le tête-à-tête révèle au contraire une distance profonde et déjà installée. Camille choisit la distance là où Perdiccand cherche le lien. Le rôle des adultes constitue un obstacle plutôt qu'un soutien. Le baron et Dame Pluche aggravent la situation en effet. Au lieu d'aider les deux jeunes gens à se rapprocher, ils enferment chacun dans un rôle. Cette scène montre que les convenances sociales étouffent les élans du cœur. Sous son apparente tranquillité, la scène confirme que dès maintenant les personnages jouent avec des sentiments qu'ils ne maîtrisent pas encore. Le titre de la pièce continue à résonner pleinement. On ne badine pas avec l'amour. Voici la scène 4. Elle se déroule sur une place devant le château. Le chœur est présent lorsque Perdiccand arrive et s'adresse aux villageois. Il leur demande s'ils le reconnaissent. Eux le reconnaissent bien, mais hésitent à l'embrasser. L'enfant qu'il portait autrefois est devenu un homme. Perdiccand en prend conscience avec émotion. Il remarque que le temps a passé pour tous. Lui a grandi, eux ont vieilli. Il inverse alors les rôles avec tendresse, puisque les anciens ne peuvent plus porter l'enfant qu'il était. C'est désormais à lui de veiller sur eux. Perdiccand contemple ensuite les lieux de son enfance. La vallée, les arbres, les sentiers, la fontaine. Il éprouve une profonde nostalgie et s'interroge sur le sens de l'attachement à une terre natale. Lorsqu'on lui rappelle qu'il est devenu savant, il répond que la plus belle leçon de la nature, c'est l'oubli de ce que l'on croit savoir. Le chœur évoque les changements survenus pendant son absence. Perdiccand les écoute, mais préfère encore rester dans le présent du souvenir. Son regard est attiré par une jeune fille qui chante. C'est Rosette, la sœur de lait de Camille. Perdiccand l'appelle avec familiarité et l'embrasse affectueusement. Il s'étonne qu'elle ne soit pas mariée, la trouve jolie et parle avec bienveillance de son avenir. Rosette, simple et obéissante, répond brièvement. Perdiccand lui apprend l'arrivée de Camille et l'invite à mettre sa robe neuve pour venir souper au château. La scène s'achève sur cette rencontre, douce et légère, entre Perdiccand et Rosette. Et voici la scène 5, qui se déroule dans une salle du château, entre le baron et maître Blasius. Blasius vient rapporter un fait grave. Selon lui, maître Bridden est un ivrogne. Il affirme que le curé a bu 3 bouteilles de vin au dîner et qu'il a même marché sur les plates-bandes en sortant. Le baron est d'abord incrédule, puis troublé. À part lui, il commence cependant à douter, car Blasius dégage une forte odeur de vin. Maître Bridden est un ivrogne. Blasius poursuit son accusation. Bridden a mangé avec excès, il parlait difficilement, il commettait des fautes en latin. Pour lui, le verdict est clair. Le baron, tout en se défendant de s'intéresser à ce que mangent ou boivent ses invités, remarque intérieurement que Blasius lui-même est loin d'être irréprochable. Sur ces entrefaites, Bridden entre à son tour, porteur d'une nouvelle tout aussi inquiétante. Perdiccand est dehors, sur la place, entouré des enfants du village,
occupé à faire des ricochets. Le baron refuse d'y croire. Un docteur ne fait pas des ricochets. Mais Briden insiste et ajoute que Perdiccas tient une jeune paysanne sous le bras. Cette fois, le baron perd tout son sang-froid. Il s'imagine son fils en train de séduire les filles du village sous les yeux de tous. La scène se termine dans une grande confusion. Le baron ne sait plus qui croire. Briden et Blasius s'accusent mutuellement et Perdiccas semble échapper à toute autorité. Le baron sort, persuadé que tout lui échappe. Ce qu'il faut comprendre des scènes 4 et 5, ces deux scènes élargissent le drame intime entre Camille et Perdiccas à l'ensemble du monde qui les entoure, tout en faisant entendre à la fois la poésie et la comédie de la pièce. Le dialogue avec le cœur n'est pas décoratif, il représente le peuple, la mémoire collective, la continuité du temps. Perdiccas reconnaît le vieillissement des paysans et accepte sa responsabilité nouvelle envers eux. Il comprend que le temps passe, mais sans amertume. Rosette, la sœur de lait de Camille, représente la simplicité opposée à Camille. Elle répond peu, contrairement à Camille qui raisonne et se protège, Rosette est tout entière dans l'instant. La scène prépare ainsi, sans encore le nommer, le triangle amoureux. Les figures d'autorité, le baron, Blasius, Briden, sont ridiculisées. Elles prétendent surveiller la morale, mais elles sont elles-mêmes défaillantes. Musset montre que ceux qui veulent imposer l'ordre sont souvent incapables de se gouverner eux-mêmes. Musset a installé un équilibre fragile. La légèreté apparente cache une tragédie en gestation, et une fois encore la pièce rappelle silencieusement sa leçon centrale. On ne badine pas avec l'amour. Voici la fin du résumé des scènes de l'acte 1. Rendez-vous au prochain numéro pour les scènes de l'acte 2. J'espère que cet audio vous a plu. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.